Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une séance en visio, étant donné que je ne peux pas me rendre au lycée. Donc on est parti. On en était resté à l'exemple 7. Donc dans l'exemple 7, le but est de déterminer un développement en série entière. Alors on va faire ça tout de suite. Je vous rappelle ce que veut dire développer une fonction en série entière. Alors je vais l'écrire, on va dire, de façon un petit peu plus succincte que dans le cours. On va dire que f est développable en série entière si, si on est capable d'écrire f de x sous la forme de somme de a n xn. Et évidemment, il faut préciser qu'est-ce que c'est le x. Eh bien, x, ça appartient à un certain intervalle, moins r, et petit r est un nombre positif, strictement. Voilà. Donc le but, c'est de faire ça. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer avec la fonction arctangente. Alors, pour ça, on va fixer tout de suite un x. Là, je vais commencer à écrire au brouillon. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille. Quand vous n'avez pas trop d'idées ou que vous voulez tester un truc et vous ne savez pas si ça va vous emmener dans une bonne direction, écrivez au brouillon et puis on voit ce qui se passe. Là, c'est exactement ce que je vais faire. Arctangente, je ne sais pas le développer en série entière, je ne connais pas de développement, enfin pas encore, on verra après qu'il y en a un qu'il faudra connaître, mais pour l'instant j'en connais pas. La seule chose que je peux faire, c'est dériver ou primitiver. Parce que si je sais développer ça en série entière avec sa dérivée, je pourrais remonter à la fonction de départ. Et pareil pour la primitive, sauf que c'est plus facile de dériver arctangente que de le primitiver. Alors, la dérivée d'arctangente c'est quoi ? C'est 1 sur 1 plus x carré. Et avec ça, on va pouvoir se ramener au développement en série entière de la série géométrique. Parce que ça s'écrit sous la forme 1 sur 1 moins x carré. Okay, et là, on va pouvoir faire ce développement en série entière. D'accord ? Donc, moins x carré, le tout puissance n, de 0 à plus l'infini. Donc là, ce que je viens d'écrire, c'est un brouillon. Maintenant que j'ai l'idée, je vais faire ça. Il va avoir un petit truc ici à justifier, vous voyez ici, parce que là j'ai écrit une somme infinie, il faut être sûr que cette somme infinie converge. Est-ce que ça va converger pour tout x appartenant à R ? Bon, ça sera à voir. Enfin, ça sera à voir. Non, ça ne converge pas pour tout x dans R. Il va falloir que x appartienne à moins 1, 1. D'accord ? Donc là, on a notre fil conducteur. On sait que je vais prendre un réel dans moins 1, 1. Je vais... Ça, on l'oublie. Je vais partir de ça. Je vais partir du développement en série entière de 1 sur 1 plus x carré, parce que j'ai fait cette petite bidouille là. J'ai fait apparaître un moins. Et après, je vais le primitiver, tout simplement. Alors, attendez, je règle un petit truc. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On fixe x dans l'intervalle moins 1, 1. On a 1 sur 1 plus x carré. C'est évidemment pas par hasard que je m'intéresse à cette quantité, c'est parce que ça, c'est la dérivée de la fonction arctangente. C'est pour ça que je regarde cette fonction. Je l'écris comme tout à l'heure on a dit, 1 sur 1 moins x au carré. Et là, je vais faire mon développement en série entière. Parce que c'est de la forme 1 sur 1 moins t, ou grand x si vous préférez. Et je sais que le développement en série entière de 1 sur 1 moins grand x, eh bien, c'est ça. C'est ça que je vais utiliser. Okay, sauf que, il faut faire attention. Là, dans l'égalité que j'ai écrit en rouge, le grand x, évidemment, il appartient à moins 1, 1. C'est comme ça que les séries géométriques convergent. Mais il va falloir être sûr que ce terme-là, moins x carré, appartient bien à moins 1, 1. Eh bien oui, il appartient à moins 1, 1, parce qu'on a choisi x dans moins 1, 1. C'est quelque chose que je vais bien mettre en évidence. Donc on va le mettre ici. Là, ce que je m'apprête à écrire à droite, je le justifie en vert. C'est possible, car moins x carré, c'est bien quelque chose qui appartient à moins 1, 1. Et donc, je peux bien faire mon développement en série entière, qui est somme infinie, pour n égale 0 à plus l'infini, de moins x au carré, le tout puissance n, c'est-à-dire qu'au final, je simplifie un petit peu, et ça fait moins 1 puissance n, x puissance 2n. Ok ?
n égale 0 à plus l'infini. Donc c'est ça qu'on a démontré. On a démontré que 1 sur 1 plus x carré, c'était égal, alors on va le mettre un peu plus à droite, on va le mettre ici, là, comme ça, et on va dire ainsi, pour tout x appartenant à moins 1, 1, eh bien j'ai ce développement série entière. Là, si vous voulez, c'est votre f de x, ok? Et ça, c'est votre somme de an xn. À gauche, j'ai f de x, à droite, j'ai somme de an xn. Ce qu'on va faire, c'est on va primitiver cette égalité. On a bien le droit de le faire. C'est le théorème de primitivation qui nous le dit. Quand j'ai une égalité, je peux primitiver l'égalité, même si j'ai une somme, même si j'ai une série entière, bah, c'est encore une série entière, donc je peux primitiver sous la somme infinie. Et on y va. D'après le théorème de primitivation, on a deux points. Pour tout x appartenant à moins 1, 1 exclu, bien sûr, je primitive ce terme-là. Bah, c'est 1 sur 1, c'est arctangente de x. Faites très attention à ne pas oublier le grand f de 0 dans le théorème de primitivation, c'est-à-dire arctangente de 0. Même si vous l'oubliez, il est nul ce terme, mais dans certains cas, il n'est pas nul. Et il n'est pas nul. Et s'il n'est pas nul, bah, votre égalité est fausse. Et là, eh bien là, je vais simplement primitiver sous la somme. Alors le moins 1 puissance n reste le même, je primitive évidemment par rapport à x, donc la primitive de x puissance 2n, c'est x puissance 2n plus 1. Voilà, le tout divisé par 2n plus 1. Ce terme-là, arctangente de 0, ça fait 0, et voilà, vous avez votre développement série entière de la fonction arctangente. On va mettre un remplissage. Voilà. Je vais un petit peu vite, hein, donc n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir un petit peu en arrière. Maintenant, on va passer à... C'était quoi? C'était CH ou SH? C'était SH. Alors, on est parti pour le développement série entière de SH. Bon, a priori, je ne connais pas du tout son développement série entière. Je ne sais pas vraiment comment me débrouiller. On va dire juste avec la fonction SH comme ça. Donc, naturellement, la seule chose naturelle que je peux faire, c'est revenir à la définition de la fonction SH. Pour l'instant, le seul truc qu'on peut dire, c'est que SH de x, c'est la définition de la fonction SH. Voilà, e de x moins e de moins x sur 2. Mais les fonctions qui apparaissent ici, c'est les fonctions exponentielles, avec un x et un moins x. Celles-là, on connaît leur développement série entière. En fait, on l'a vu dans un exemple du cours, et d'ailleurs, ça sera quelque chose à connaître par cœur, donc on va l'utiliser. On sait que, eh bien, pour tout x, je ne vais pas mettre x, je vais mettre t. Pour tout t exponentiel de t, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de t puissance n sur n factoriel, pour n égale 0 à plus l'infini. Et vous voyez cette égalité ici, je vais l'appliquer en remplaçant t par x. Bon là, voilà, il n'y a aucun problème. Là, a priori, on pourrait se dire, bah, j'aurais dû l'appeler x et pas t. Oui, mais je vais aussi, donc ça va me permettre de remplacer celui-ci dans le numérateur. Le premier terme du numérateur, je vais le remplacer par cette somme infinie. Mais si je peux aussi appliquer cette égalité que j'ai entourée en rouge, en remplaçant t par moins x. J'ai bien le droit de le faire, parce que si je remplace t par moins x, bah, c'est encore un nombre réel, donc l'égalité est encore vraie. Et vous voyez ici, je vais remplacer par moins x, et ça va me permettre de remplacer ce terme-là. Ok? Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. On est parti. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, SH de x, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc là, j'écris d'abord ce terme-là, hein, E de x, ok? Eh bien, E de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini de x puissance n sur n factoriel. Jusque-là, il n'y a pas de problème.
Et maintenant, je vais m'intéresser au terme en vert, e de moins x. Eh bien, e de moins x, on a dit qu'on pouvait faire en fait ce qu'on appelle une substitution, remplacer le t par moins x. Attention, vous n'avez pas toujours le droit de faire des substitutions. Les substitutions marchent seulement si la règle ici est respectée, c'est-à-dire si la valeur par laquelle vous remplacez, eh bien, ça appartient bien, dans notre cas, ça appartient bien à R, oui, mais il faut aussi que, dans certains cas, ça doit appartenir à moins 1, donc il faut être très 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 vigilant sur la condition. Bon, ici, c'est valable pour tout réel, donc il n'y a aucun problème particulier. Donc, on y va, je l'écris, je soustrais, et je mets la somme de, donc du coup, c'est moins t puissance n sur n factoriel. Écrit comme ça, c'est pas vraiment une série entière. Hein. Bah là, c'est une soustraction entre deux séries entières. Essayons de faire un petit effort de simplification. Alors, je vais alors c'est un x, hein, pardon. Je vais bien sûr mettre tout sous une même somme. Les indices sont les mêmes. Vous voyez ici, 0, 0, plus l'infini, aucun problème, je peux mettre tout sous une même somme. Et puis, donc du coup, je vais simplement dire que c'est 1 sur n factoriel, moins, et là, il va avoir un moins 1 puissance n qui va sortir, d'accord? Donc je vais mettre moins 1 puissance n ici, n factoriel, x puissance n. Et je peux même faire entrer le 1,5 en fait. Hein. Voilà. Donc là, vous avez bien en fait une série entière, c'est-à-dire que tout ce terme-là, vous voyez, bah ça c'est votre AN. On a bien écrit la fonction SH sous la forme d'une somme de ANXN. Et cette égalité, elle est valable pour tout x réel. Le AN, on peut peut-être le simplifier un petit peu, hein, parce que là, écrit comme ça, bon, ça a l'air un peu compliqué. Or, pour tout n, alors, la suite AN, si par exemple je prends n paires, si je prends n paires, c'est-à-dire que n s'écrit sous la forme de 2p, regardez ce qui va se passer, eh bien, tout ce terme-là, bah, ça va faire 1, et ça va se soustraire avec l'autre 1, donc ça va faire 0. Donc, on voit bien que ça fait 0 si n égale 2p, c'est-à-dire si n est pair. Et puis, si n est impair, alors on va le calculer. Donc là, je vais remplacer par 2p plus 1. Donc là, ça va faire moins 1 puissance 2p plus 1, c'est-à-dire moins 1. Avec le moins, ça fait plus. Et donc, les deux vont se simplifier. Bref, ça va faire 1 sur 2p plus 1. Alors, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'est vraiment... oui, 2p plus 1. Voilà, je vous laisserai vérifier de votre côté, mais ça marche bien. C'est très très classique de séparer les cas pairs et impairs, parce que très souvent, il y a des termes pairs qui, soit tous les termes pairs sont nuls, soit tous les termes impairs sont nuls, donc voilà, il se passe des choses. Et là, en l'occurrence, ici, ben, vous voyez qu'en fait, la suite à n, dès que petit n est pair, eh bien, tous les termes de la suite à n sont nuls. Finalement, on a... Alors, je vais peut-être prendre un petit peu... Je vais bien justifier ça parce que c'est un passage souvent délicat pour vous. La fonction SH. On a montré que c'était la somme pour n égale 0 à plus l'infini de ANXN. Voilà. La suite à n étant le terme en vert. Bon. On s'est rendu compte qu'en fait, si n était pair, ça valait 0. Si n était impair, ça valait une autre valeur. Donc, on a envie, évidemment, de séparer terme pair et impair. Donc là, l'égalité que je vais écrire, c'est quelque chose de très général, hein, pas forcément que dans cet exercice. Donc là, vous allez écrire, changer d'indice. Vous l'appelez P. Vous pouvez garder n, mais je préfère que vous changez d'indice. Vous passez de P égale 0 à plus l'infini. Là, vous mettez vos termes pairs, A2P, x puissance 2P, et là, vous mettez vos termes impairs. Cette égalité, encore une fois, je répète, hein, cette égalité-là, c'est une égalité qui est toujours vraie. Si vous faites des fiches, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Mais il n'y a rien à apprendre par cœur. Simplement, je sépare en deux sommes. La première est la somme qui comporte tous les termes avec un indice pair, et l'autre, tous les termes avec un indice impair.
Sauf que dans notre exercice en particulier, eh bien, vous voyez que le a de p vaut 0. Donc en fait, il reste que la somme de droite, c'est-à-dire a de p plus 1, x puissance 2p plus 1 pour p égale 0 à plus l'infini. Maintenant, on va écrire ce terme-là. Donc là, on peut dire, c'est-à-dire, on va donner une autre formulation, et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. SH de x, je remplace le a de p plus 1, on l'avait calculé tout à l'heure. Hein. C'était 1 sur 2p plus 1 factoriel. Donc ça fait ça. Voilà. 2p plus 1 factoriel, et vous avez votre développement série entière de la fonction SH. Voilà qui est fait. Maintenant, on va continuer un petit peu le cours. Alors, le cours nous dit que si on prend une série entière, et on note f sa somme, et grand R, ça va être son rayon de convergence, alors en fait, bah, les coefficients ici, là, on les connaît. On les connaît, ils sont donnés par cette formule. Alors ça n'a absolument rien de mystérieux, et on va en faire la preuve tout de suite. On va la faire en bleu. On va faire une preuve assez succincte, mais prenons un x dans moins RR. On sait que f de x, c'est la somme des ANXN. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette fonction f, elle est de classe C infini. Sur moins RR, c'est le théorème de dérivation terme à terme qui nous le dit. Et ce théorème de dérivation terme à terme nous dit un peu plus. Il nous dit qu'en fait, si vous voulez dériver f, vous avez simplement à dériver sous la somme infinie. On cite le théorème. D'après le théorème de dérivation terme à terme, avant de dériver, dites que c'est dérivable. Si vous vous apprêtez à dériver un nombre p fois, bah vous dites que c'est de classe C infinie. Terme à terme, donc là on le dit, la fonction f est de classe C infinie. Si vous ne précisez pas l'intervalle, ça ne veut rien dire. Ici l'intervalle, bien sûr, c'est moins RR, c'est de classe C infinie sur son domaine de définition à f. Et là, je vais m'apprêter à dériver p fois la dérivée PIM de f en x, et évidemment le x c'est dans moins RR. Donc vous voyez, tout ça, ça n'est absolument pas artificiel. Hein. Si vous ne le mettez pas, c'est juste, on ne sait pas trop ce que vous faites. Donc n'oubliez surtout pas de définir les objets. Si je vois une lettre qui n'est pas définie, ça ne veut rien dire. Là, en l'occurrence, bah, il y avait un p et un x qu'il faut absolument définir. Donc si vous ne le définissez pas, le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est un il existe ou si c'est un pour tout. Et ça change absolument tout. Ici, c'est pour tout. Ça veut dire que vous pouvez prendre celui que vous voulez, l'égalité sera encore vraie. Donc la dérivée PIM de f en x, comment je fais pour dériver ça? Bah, simplement, prenez votre fonction, on essaie d'imaginer ce qui se passe pour la première dérivée, bah, le n descend, ça fait n à n xn-1, la dérivée seconde, ça fait nn-1 à n xn-2. Bon, on peut voir assez facilement ce qui va se passer. Vous vous rappelez la règle, lorsque des fois on ne se rappelle plus exactement à quel terme on commence. On ne sait pas vraiment si c'est on sait pas si c'est 0, si c'est 1, si c'est 2. Donc là, le premier terme pose toujours souci, enfin très souvent. Donc ce qu'il faut, c'est regarder le premier terme de cette somme. Regardons le premier terme de cette somme. Vous vous posez la question, est-ce qu'il est constant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une puissance de x devant? La réponse est non. Le premier terme, c'est à 0. Donc si le premier terme est constant, comme je vous l'avais dit dans le cours hier, eh bien, on augmente l'indice d'un cran lorsqu'on veut dériver une fois. On fait cette opération p fois, et vous allez vous rendre compte qu'on commence à p. Et là, ça ferait n fois n-1, blablabla, jusqu'à n-p plus 1. C'était ce que je devrais plutôt écrire ici, devant le coefficient n, mais je vais l'écrire d'une façon beaucoup plus simple. Je vais simplement écrire n factoriel sur n-p factoriel. Et
il n'y a pas du tout de problème parce que ce terme en rouge est égal à ce terme en rouge. C'est simplement une simplification. Simplification qui me sera très utile après. Donc voici mon coefficient, et puis j'ai toujours le AN ici qui ne bouge pas, x puissance n-p. Voici votre dérivée PIM. On va l'évaluer en 0. Donc, pour tout P appartenant à n, vous voyez ici, quand je vous ai dit, on ne sait pas si il existe ou si c'est un pour tout. Là, j'ai bien mis un pour tout, c'est-à-dire que j'ai le droit de choisir le x que je veux dans l'intervalle -RR. Eh bien, l'intervalle -RR est un intervalle qui contient 0, bien sûr. C'est un intervalle qui est centré en 0. J'ai donc le droit de prendre la valeur x égale 0. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre la valeur x égale 0 parce que dans l'énoncé, on me demande de calculer ça avec l'évaluation 0. C'est pour ça que je vais prendre x égale 0. Et ça va me donner cette somme infinie, n égale p, a plus l'infini, n factoriel, n-p factoriel, le AN ne change pas, x puissance n-p, enfin 0 puissance n-p, pardon. Alors là, ça a déplu à beaucoup d'entre vous, mais oui, quand vous avez une puissance de 0, ça peut valoir deux valeurs différentes, 0 ou 1. Alors, je le rappelle parce que je vais mettre un attention. 0 puissance, on va dire alpha, eh bien ça vaut 1 si alpha est égal à 0, et ça vaut 0 si alpha est strictement positif. Hein. Donc voilà, je le mets ici, c'est important. C'est important, c'est précisément ce qui va vous permettre de simplifier cette somme. Donc regardons cette somme. Le premier terme, c'est le terme pour n égale p. Si je remplace dans la somme n par p, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Et tout ça, ça va valoir quoi? Lui, il vaut 0, comme on l'a dit, parce que ça fait 0 puissance 0. Il vaut 1, pardon, excusez-moi. Lui, il vaut 1. Et au final, ça va faire juste p factoriel fois ap. Tous les autres termes... Donc ça, c'est le premier terme. Le premier terme vaut p factoriel fois ap. Tous les autres termes, c'est-à-dire les termes lorsque n est supérieur ou égal à p plus 1, eh bien, ils font 0, parce que ce terme-là sera nul. Ok? Donc dans cette somme, il y a un seul terme, le premier terme, c'est-à-dire p factoriel sur 0 factoriel fois ap fois 1. Et je peux même en rajouter une couche si vous voulez. Là, je vais bien mettre en évidence que le reste vaut 0. AN, 0 puissance n-p, voilà. Et ça, c'est le premier terme, c'est-à-dire pour n égale p, ok? Le premier terme pour n égale p. On simplifie et finalement on trouve exactement ce qu'on nous demandait. Ainsi, la dérivée PIM de f en 0, c'est quoi? C'est p factoriel multiplié par ap. C'est-à-dire que... alors, n'oublions pas la rigueur. Ainsi, pour tout p, voilà. Et donc le coefficient ap, eh bien on peut l'isoler. Ça fait dérivée PIM de f en 0 divisé par p factoriel. La démonstration, en fait, elle est pas si importante. Disons que dans la démonstration, la démonstration utilise des techniques très classiques. Hein. Vous voyez, je dérive une somme infinie, je laisse le premier terme de côté, les autres termes sont nuls, c'est des choses qu'on fait très 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 souvent. Donc je ne vous demande pas d'apprendre la preuve par cœur, je vous demande de la comprendre. C'est important de comprendre la preuve, pour le coup. Alors, essayons de voir à quoi ça nous sert. On doit montrer dans cet exercice, donc l'exercice 7 du TD, que la fonction f, définie par cette formule-là, eh bien, elle est de classe C infini sur R. Et ensuite, on doit déterminer la valeur de la dérivée énième en 0. C'est a priori quelque chose de très difficile. Hein. Démontrer que c'est de classe C infini, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on n'avait pas la théorie des séries entières? Eh bien, si on n'avait pas la théorie des séries entières, il faudrait démontrer que pour tout n,
la fonction f est de classe Cn sur R. Et comment on fait ça? On fait une récurrence. Cette proposition, on l'appelle Pn, proposition de récurrence, et on vérifie qu'elle est vraie au rang 0, c'est-à-dire que la fonction est de classe C0, mais être de classe C0, ça veut en fait dire continu. Donc votre initialisation, ça consistera à montrer la continuité, et après, il faut faire l'hérédité. C'est un peu long, ça se fait, mais c'est pas le plus efficace. Maintenant, vous avez la théorie des séries entières. Et cette théorie est très puissante parce qu'elle va permettre de calculer très facilement des dérivées énièmes. La première chose, c'est de s'occuper de la classe C infinie. Parce que ce que j'ai pas dit aussi au passage, c'est que une fois que vous allez faire votre récurrence, vous serez content, vous aurez démontré que la fonction est de classe infinie, mais ça, vous ne l'aurez pas. Hein. La récurrence ne vous donnera pas la valeur de la dérivée énième en 0. Donc au final, vous êtes a priori bloqué, vous avez, sans la théorie des séries entières, vous ne pouvez a priori pas avoir de formule simple pour la dérivée énième en 0. On va apporter une solution ici. Alors, ce qui est important, c'est que si une fonction f est développable en série entière, alors développable en série entière, on va dire, disons, sur un intervalle du type -RR par exemple, alors la fonction f, elle est de classe C infinie. Alors la fonction f est de classe C infinie. Si on veut dire les choses très simplement, mais bon, vous retenez ça dans votre tête, mais ne l'écrivez pas, là c'est juste pour vous, pour simplifier un petit peu. Concrètement, on est simplement en train de dire que être développable en série entière, eh bien, ça implique la classe C infinie. Si une fonction est développable en série entière, alors elle est de classe C infinie. C'est ça que je veux que vous reteniez. Et c'est ce qu'on va faire ici, tout de suite. On va démontrer que notre fonction, f, elle est bien développable en série entière. Alors pour ça, on va carrément donner son développement en série entière. On ne va pas utiliser un résultat abstrait qui nous dit elle est développable en série entière pour certaines raisons. Non, on va carrément le donner. Et comment on va faire ça? Regardez, ici vous voyez, vous avez la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, vous connaissez son développement en série entière. Alors tout de suite on le dit. On sait que pour tout réel x, on va juste virer ça, et là il y a un petit peu trop d'espace, voilà. Pour tout réel x, la fonction exponentielle évaluée en x, c'est la somme infinie. Là on commence à bien le retenir. N factoriel, n égale 0 à plus l'infini. Ça c'est vrai pour tout réel x. Donc on va essayer de s'en rapprocher, vous voyez. On connaît son développement en série entière, donc je l'ai écrit juste avant. Maintenant on va écrire ça. On va soustraire par 1 ce développement en série entière. Et puis après on va écrire ça. Et on veillera à faire attention que x ne soit pas nul. Et voilà, après on aura le développement en série entière. On va juste vérifier par la suite que ça coïncide bien en 0, mais ça sera bon. Alors, si je fais exponentielle de x moins 1, qu'est-ce que ça va nous faire? Eh bien, regardons. Donc, on l'écrit tout simplement. N factoriel. Comment simplifier ça? Eh bien, c'est simple. Le premier terme de cette somme, c'est le terme pour n égale 0. Et bien, ça fait 1, qui se soustrait à ce 1 ici. Donc, en fait, je peux commencer ma somme à 1. Étant donné que le premier terme se simplifie avec le 1 qui est à droite. Voilà. Maintenant, je vais m'apprêter à diviser par x. En fait, mon but, c'est de me rapprocher de retrouver la fonction f. Hein. Et alors, pour tout, attention, on va diviser par x. Donc, on ne peut pas prendre x égale 0. On prend x dans R étoile. E de x moins 1 sur x. Qu'est-ce que ça fait? Bah, tout simplement, la division par x, je vais la rentrer à l'intérieur de la somme, hein, j'ai bien le droit de le faire.
parce que x est une constante vis-à-vis de n, et donc ça fait xn moins 1 sur n factoriel. Voilà. C'est bien de le simplifier, ça encore. Hein. Petit changement de variable. J'aimerais bien commencer ma somme à 0. Tout simplement parce que, ou plutôt, j'aimerais bien que ça soit un x puissance n. Je préférerais comme ça, ça sera bien écrit sous la forme d'une série entière. Alors pour ça, on se rappelle, moi j'aimerais bien que ça soit un n, donc je vais augmenter les indices d'un seul cran. Ça, je vais l'augmenter d'un cran. Ça, je vais l'augmenter d'un cran. Et par contre, ces indices-là, je vais les faire baisser d'un cran. Alors évidemment, plus l'infini, quand on le fait baisser d'un cran, ça fait encore plus l'infini. Donc j'étais même pas obligé de l'écrire. Mais c'est ça qu'on va faire. Ça permet de faire des développements, des changements de variables très très rapidement. Alors ça, c'est juste dans le cas où on fait le changement de variable qui consiste à poser en réalité k égale n-1 en fait. Hein. C'est ce qu'on fait, mais on le fait de tête très rapidement. Donc là, ça va faire xn, et là, ça va faire n, petit problème, n plus 1 factoriel. Et en plus, l'avantage, c'est que on le fait de tête, donc c'est très rapide, et on garde le même nom de variable. On n'est pas obligé de se trimballer avec un k, peut-être que, voilà, au moins vous gardez exactement le même nom de la variable, et c'est écrit comme dans le cours, comme une série entière du cours. Donc voilà. Alors, ici, vous avez démontré que pour tout x non nul, eh bien, cette fonction-là à gauche, elle est bien développable en série entière, et voici son développement. Mais cette égalité, elle est encore vraie lorsque x vaut 0. Si x égale 0, alors, qu'est-ce que je voulais écrire? Non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Ce que je veux dire, c'est que pour tout x appartenant à R étoile, eh bien, ma fonction f, c'est bien cette somme. Hein. Aucun problème. Hein. Le problème, c'est que là, je ne l'ai pas fait pour toutes les valeurs de x. La fonction f, elle est aussi définie en 0, et sa valeur en 0, il me semble qu'on avait mis que c'était 1. Or, f de 0 est égal à 1. Et la somme pour n égale 0 à plus l'infini de 0 puissance n sur n plus 1 factoriel. On se rappelle, 0 puissance 0, ça fait 1. Et 0 puissance n, si n est strictement positif, ça fait 0. Donc tous les termes de cette somme sont nuls, sauf le premier terme qui fait 1. Autrement dit, cette égalité-là, en rouge, cette égalité-là, on a montré qu'elle était valable pour tout réel x non nul, mais si je prends x égale 0, cette égalité est encore vraie, parce que ça fait 1 égale 1. Je viens de l'écrire dans la ligne suivante. Donc, j'ai bien une égalité qui est vraie pour tout réel x. Ainsi, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est bien la somme pour n égale 0 à plus l'infini de x puissance n sur n plus 1 factoriel. J'ai fait un petit peu, j'ai quasiment tout fait là, parce que j'ai démontré que la fonction f était développable en série entière, et d'ailleurs j'ai donné son développement, et on sait qu'une fonction qui est développable en série entière, eh bien elle est de classe C infini. En particulier, f est développable en série entière et donc de classe C infini. Ici, ça a été fait sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc sur R. On a déjà démontré que c'était de classe C infini, mais on peut aller plus loin, puisque c'est là qu'on va utiliser ce résultat qui nous dit qui donne un lien en fait entre la suite à n et les dérivés PIM. Ok. Donc on est parti. D'après le... alors je sais pas si c'était un théorème, non c'était une proposition. D'après la... C'était la proposition 5. D'après la proposition 5, on a, pour tout P appartenant
à grand N, eh bien, la dérivée PIM en 0, je l'isole dans l'égalité, donc ça fait AP fois P factoriel. Vous allez me dire, c'est quoi la suite à N? Eh bien, la suite à N, c'est évidemment ça. Hein. Ouais, c'est pas très beau, ça. J'aurais peut-être dû refaire ça. On va plutôt faire comme ça. Comme ça, je peux bien lui donner un nom. Voilà. Ça, c'est ma suite AN. Ok, donc ça, la formule me dit que ça fait AP fois P factoriel, c'est-à-dire le AP en question, c'est 1 sur P plus 1 factoriel. 1 sur P plus 1 factoriel, voilà, c'est ça. Et bien sûr, on simplifie et ça fait 1 sur P plus 1. Et voilà. Alors, bon, je l'ai fait avec N, avec P. Oui, je l'ai fait avec P, mais peu importe le nom de l'entier. Hein, ça n'a aucune importance. Vous pouvez prendre le nom que vous voulez, simplement, dans l'énoncé de l'exercice, c'était avec un N, donc on va garder N. Donc ça fait 1 sur N plus 1. Voilà. F dérivée N fois en 0, ça fait 1 sur N plus 1, et on a résolu l'exercice. Voilà. Alors, on passe à la suite. Alors, la suite, on va prendre une fonction qui est une fonction f qui est développable en série entière. Alors, cette fonction f, elle s'écrit de cette façon-là, sur un certain intervalle moins RR. En fait, ce que cette proposition vous dit, c'est que si... Alors, je vais écrire concrètement. Si f est développable en série entière, si vous démontrez qu'une fonction est développable en série entière, ou si c'est un résultat abstrait d'un résultat qui vous dit la fonction machin est développable en série entière, en réalité, vous connaissez son développement en série entière. Ça n'a rien de mystérieux. Alors, on connaît son développement en série entière. Il y a une différence entre dire qu'une fonction est développable en série entière, qui paraît être un résultat abstrait, c'est-à-dire que ma fonction f s'écrit comme la somme de a n x n, mais dire que qu'on le connaît, ça sous-entend on connaît la suite à n. Et bien sûr qu'on la connaît, la suite à n. La suite à n, elle est donnée avec les dérivés nm qu'on a vu avant. Donc on connaît son DSE, et qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, tout simplement, hein, si on sait qu'une fonction f est développable en série entière, c'est-à-dire qu'il s'écrit de cette forme-là, vous voyez, eh bien, on connaît les coefficients à n. Ceux-là, on les connaît. Et donc, on les connaît, c'est donné par la formule juste en haut. Ça, c'est la proposition 5. C'est une reformulation de la proposition 5. Ça n'a rien de mystérieux. Si une fonction est développable en série entière, vous connaissez très bien son développement en série entière. Le voici. C'est valable sur un certain intervalle à déterminer, bien sûr. Ça dépend de l'exercice, hein. Ça peut être moins 1, ça peut être moins l'infini plus l'infini, voilà, ça va dépendre. Et étant donné que cette série entière va apparaître quand même assez souvent, on décide de lui donner un nom, et on l'appelle la série de Taylor de f. Voilà, c'est le nom qu'on lui donne. Donc voilà, retenez, si une fonction f est développable en série entière, son développement, on le connaît, vous pouvez le trouver très facilement. Voilà, il est donné par ça. Bon, alors, c'est sûr que là, je vends un petit peu, je le survends un petit peu, ce résultat. Il y a un petit problème, hein, parce que effectivement, il faut le calculer, ça. Donc, bon, ça paraît pas forcément, paraît pas forcément si évident. Il faut se ramener... ça va dépendre du contexte et de l'énoncé. On va voir après, plus tard. Je pense qu'on va l'utiliser une fois. On va voir après. Voilà. Ensuite, on a l'unicité des coefficients d'une série entière. Alors, si vous avez deux séries entières, somme des ANXN, somme des BNXN, qui sont deux séries entières dont leur somme converge sur le même intervalle, ça, c'est pour pouvoir écrire simultanément ces deux sommes. On aimerait bien pouvoir écrire ces deux sommes, donc on va se placer sur un intervalle qui convient bien. Typiquement,
Imaginez celui-là, vous notez RA son rayon de convergence, lui vous le notez RB. Bon bah, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais en fait le petit r c'est le minimum en fait. Hein. Pourquoi? Eh bien, on est assuré qu'en prenant le minimum, eh bien, les deux séries entières vont converger simultanément, ce qui nous permettra de l'écrire. Ce théorème nous dit en fait que si deux séries entières sont égales, alors elles ont les mêmes coefficients. Les suites sont les mêmes. C'est un genre d'identification. Vous avez l'habitude de le faire avec des polynômes, et bien vous pouvez le retenir avec des séries entières. C'est vraiment quelque chose, vous vous posez aucune question avec les polynômes, je pense. Hein. Ax carré plus bx plus c, si par exemple ça fait moins 2x carré plus, je sais pas moi, plus 4, eh bien vous pouvez utiliser alors au lycée on disait par identification. Mais bon, en réalité c'est simplement que les polynômes sont un cas particulier de série entière, et c'est ce résultat qu'on applique. Donc là, bon, bah, là, on dit que a égale moins 2, que b égale 0, b égale 0, et que c égale 4. Vous voyez, ce résultat que j'ai écrit en rouge, l'identification avec des polynômes de degré 2, en fait, ça s'étend avec des séries entières. Il faut voir un peu les séries entières comme des polynômes de degré infini, si vous voulez. Bon, ça n'a pas trop de sens dit comme ça, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez retenir ce résultat qui est très 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 important. On va avoir tendance à l'utiliser très souvent avec des équations différentielles. Et d'ailleurs, ceci généralise, ou plutôt on peut voir ça comme une analogie plutôt, hein. Analogie avec l'unicité d'un développement limité. Vous vous rappelez quand on travaillait avec les courbes paramétrées, et on voulait savoir si un point était un point de rebroussement de première espèce ou de deuxième espèce, on avait tendance à vouloir calculer les dérivées secondes, les dérivées tierces, etc. des fonctions f, ce qui n'était pas forcément très évident quand les formules étaient compliquées. Eh bien, en général, on voulait la valeur en 0, et on faisait souvent appel à des développements limités. Et c'est l'unicité du développement limité qui nous aidait. Eh bien ici, c'est un petit peu pareil. On a unicité des coefficients d'une série entière. Alors, on va passer maintenant aux 11 développements en série entière qu'il faudra connaître. Alors, la liste paraît longue et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Simplement, il y en a certaines qui sont primordiales et d'autres qui se retrouvent très facilement. Alors, je m'explique. Je vais mettre des points d'exclamation, et ceux-là, vous ne pouvez pas les oublier. Voilà, c'est pas possible. Si vous les oubliez, c'est très 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 problématique. Hein. Bon, dans l'idéal, apprenez-les tous, évidemment, mais on peut quand même s'en sortir en connaissant certains. Donc le premier, il est excessivement important, mais vous le connaissez, c'est une série géométrique. Le deuxième, regardez le deuxième. Le deuxième est très simple en fait. Hein. Pour trouver le deuxième, bah, simplement, vous prenez le premier et vous remplacez le x par moins x. Et ça va faire ça. Et hop, voilà. Donc, pour trouver ça, ce que j'entoure en vert, c'est simplement une conséquence du premier, ok? Donc, vous pouvez le retrouver très facilement. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais mettre plutôt... là, je vais mettre une flèche en vert qui veut dire que ça implique... Enfin, si vous connaissez le premier, on va les numéroter peut-être. Si vous connaissez le premier, vous connaissez le deuxième. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 11e, on l'utilise quand même un peu moins souvent. Mais bon, dans tous les cas, il faut le savoir. Et la flèche, je vais plutôt la mettre... je vais l'écrire plutôt à droite. Donc le 1, si vous connaissez le 1, vous connaissez facilement le 2 par substitution. Substitution. Regardons un petit peu les autres. Alors, ln de 1 moins x. Ln de 1 moins x, il faut le savoir. Hein.
ou plutôt, je sais pas, de toute façon l'un ou l'autre, hein, c'est pareil. Allez, on va mettre le premier. Alors le premier, enfin du coup c'est le troisième, pardon, ln de 1 - x, celui-là il faut le savoir, c'est important, mais vous pouvez le retrouver de toute façon, c'est simplement dérivez-le. Dériver ln de 1 - x, ça fait quoi? Ça fait -1 sur 1 - x, et vous utilisez lui. Et après, vous utilisez le théorème de primitivation. Et hop, en fait, on l'a démontré, hein, je crois. On l'a démontré dans un exemple. Mais bon, retenez-le et sachez que le théorème de primitivation ou de dérivation vous permet de les retrouver. Alors, le 4, tout simplement, si vous connaissez le 3, vous connaissez le 4. Encore une fois, par substitution. Vous prenez le 3 et vous remplacez le x par -x, vous voyez? Et voilà, ça va vous faire le 4. Donc là, c'est encore une fois, c'est par substitution. Voilà, après il y a arctangente. Bon, pour arctangente, ne la prenez pas par cœur. Je vais vous écrire le 5. Il faut... on va dire théorème de dérivation. Théorème de dérivation. On l'a fait tout à l'heure, tout au début de cette vidéo. Il faut dériver la fonction arctangente. Et ça vous donne 1 sur 1 plus x carré. Vous faites un développement en série entière de ça. C'est une série géométrique et vous le trouvez. Donc c'est quelque chose, que vous pouvez retrouver, hein, le 5. Le 6, pas le choix, vous l'apprenez par cœur. C'est l'exponentielle. Et puis, ouais, cos et sin, vous l'apprenez par cœur. Hein. Alors, peut-être une remarque sur 7 et 8. Sur 7 et 8, vous allez peut-être avoir du mal avec les c-1 puissance n, les x puissance 2n. Vous allez peut-être confondre, c'est une puissance paire, impair. Pour faire en sorte de ne pas confondre, vous écrivez les premiers termes. Et vous regardez si ça coïncide avec le développement limité. C'est ni plus ni moins qu'un développement limité infini, en fait. Hein. Les coefficients sont exactement les mêmes. Il suffit... Regardez, on commence à l'écrire. Ça fait... Premier terme, ça fait 1. Deuxième terme, ça fait... deuxième terme, ça fait moins x carré sur 2. Donc, le développement limité à l'ordre 2... de cosinus, 1 moins x carré sur 2, plus petit o de x carré, eh bien, ça coïncide exactement avec cette série entière, en tout cas pour les deux premiers termes. Donc, c'est une petite technique. Écrivez les premiers termes de votre somme infinie, et si vous voyez que ça ne marche pas trop, vous le comparez avec le développement limité que vous connaissez du cos, et vous essayez d'arranger les choses pour que ça soit les bons termes, en fait. Hein. Donc, 7 et 8, le mieux... c'est... Bon, évidemment, le mieux, c'est de l'apprendre par cœur et de ne jamais se tromper. Mais si vous avez un doute, il faut le comparer avec les développements limités. Voilà. Les fonctions CH et SH, ces fonctions-là, c'est facile. Vous prenez les mêmes fonctions d'avant et vous mettez pas de -1 puissance n. Voilà. Il n'y a pas de -1 puissance n. Donc là, je vais mettre 9 et 10... C'est pareil que sin et cos, mais sans -1 puissance n. Voilà. Donc, en clair, il faut en connaître 5. Si vous connaissez ces 5-là, les autres, vous arriverez à les retrouver, sans problème. Et le 11, on l'utilise un peu moins souvent, donc, bon, dans tous les cas... c'est une formule c'est un binôme de Newton généralisé, hein, si vous regardez bien. Alors, on va faire le 9. On va faire l'exercice 9, on va s'entraîner là-dessus. Alors, l'exercice 9, vous devez faire un développement en série entière. Donc, évidemment, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, quand vous avez un quotient, ce qui est le cas ici, là on a un quotient, et que vous devez faire un développement en série entière, mon conseil... c'est d'essayer de repérer une série géométrique. Alors, écrivons un petit peu au brouillon les idées qui nous passent par la tête. J'écris en vert au brouillon. On a x carré sur 2 moins x carré. Ça serait vraiment bien de se ramener à ça. 1 sur 1 moins x, ok? Parce que si vous avez cette forme-là, c'est très simple.
vous pouvez le développer en série entière en 2 secondes. Hein. Donc on va essayer de viser cette forme. Vous voyez, là il y a un 1, et là on a un 2. Bon, bah, on a envie de dire naturellement, on va factoriser le x carré, on peut peut-être le laisser devant. Et là on va mettre un petit 2 en facteur, ok? Et ça va faire ça. Et là, bon bah, lui c'est votre grand X. Donc là on a quasiment bon en fait. Hein. On a quasiment fini. Donc ça c'est toujours un brouillon, je vais l'écrire propre après. Ça fait x carré sur 2 fois, et là vous pouvez écrire votre série géométrique, x carré sur 2 puissance n. Mais il va se poser un problème. Donc là on a fait notre brouillon. N'hésitez surtout pas à mettre pause, hein. Je me rends compte que je vais un petit peu vite. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ici il y aura un problème à justifier. Un gros problème. Pourquoi cette égalité est vraie? Alors vous allez me dire, bah parce que c'est une série géométrique et j'ai fait une substitution. J'ai posé grand X égale x carré sur 2 et hop, ça fait le truc. Oui, mais faites gaffe. La question c'est, est-ce que vous avez le droit de le faire? Les séries géométriques convergent si ce qu'il y a à l'intérieur est bien plus petit que 1 en valeur absolue. La question c'est, est-ce que x carré sur 2 est bien plus petit que 1 en valeur absolue? Bah, on n'en sait rien, on n'a même pas dit ce que c'était x. On a fait nos calculs comme ça, sans préciser ce que c'était x. Et ben, la condition que vous allez mettre sur x, c'est précisément pour que tout ça, ça soit satisfait. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça veut dire, ça fait x carré sur 2 plus petit que 1. Et donc, ça ferait... enfin, pardon, voilà. Et donc, ça ferait quoi? Ça ferait... x est compris entre moins racine de 2 et racine de 2. Voilà. Donc la dernière condition que je viens d'écrire, x appartient à l'intervalle moins racine de 2, racine de 2, c'est la condition qui permet d'avoir l'égalité où il y a un point d'exclamation, c'est-à-dire qui permet d'écrire ma somme géométrique. Parce que je vous rappelle, pour pouvoir écrire ça c'est bien une somme géométrique ici, mais attention, il faut absolument que ce qu'il y a à l'intérieur de la puissance n soit quelque chose plus petit que 1. Et pour ça, pour que ça soit vrai, eh bien... on va prendre x dans l'intervalle moins racine de 2, racine de 2. Tout ça, c'est un brouillon pour se rendre compte de quel x on doit prendre. Maintenant, bon, on peut faire un peu les malins en disant direct soit x appartenant à moins racine de 2, racine de 2. Mais tout ça, ça a été fait évidemment avant. Hein. Soit x appartenant à moins racine de 2, racine de 2. On a, et là on est parti, on écrit f de x. Je mets x carré devant. Et on a dit que l'intérêt était de reconnaître une série géométrique. Alors pour ça, on a eu besoin de faire une petite factorisation, pas bien méchante, par 2. Voilà, on va faire ça. Alors là, je vais en rajouter une couche, parce que ça c'est un point important. Puisque petit x appartient à moins racine de 2, racine de 2, alors, on peut écrire l'égalité suivante, à savoir, bah, le dernier terme que j'ai écrit, je vais l'écrire sous la forme d'une série entière, l'égalité suivante, à savoir que 1 sur 1 moins x carré sur 2, eh bien, c'est la somme, pour n égale 0 à plus l'infini, de quoi? Bah, de x carré sur 2 puissance n, et j'en rajoute encore une couche. Je vais bien préciser que lui, c'est bien dans l'intervalle moins 1, 1. C'est pour cette raison que cette série converge. Voilà. Mais évidemment, c'est bien dans l'intervalle moins 1, parce qu'on a choisi le x qui va bien, dans moins racine de 2, racine de 2. On s'en est rendu compte au brouillon, et c'est quelque chose que je vous suggère de faire. Sinon, après vous pouvez le faire de tête, mais c'est un petit peu plus compliqué à voir, quoi. Finalement, pour tout... Alors, on va pas mettre finalement tout de suite, on va mettre donc... f de x, c'était quoi? Bah, c'est x carré sur 2 fois la somme. Somme que je vais simplifier un petit peu. 1 sur 2 puissance n, x puissance 2n. J'ai tout à fait le droit de rentrer le terme devant la somme à l'intérieur. Ça ne dépend pas de n, évidemment que ça ne dépend pas de n. Donc,
je vais directement écrire la phrase de conclusion. Ainsi, pour tout x appartenant à moins racine de 2, racine de 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai que f de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini. Ce terme-là, je le rentre dedans et je vais faire une simplification directement. Ça va me faire x puissance 2n plus 2 divisé par 2 puissance n plus 1. Voilà. Ça, je peux le retirer. La série à droite, c'est bien une série entière, on en a parlé dans le cours, même si ça ne s'écrit pas sous la forme ANXN explicitement comme ça, en fait ça peut s'écrire sous la forme des ANXN, simplement la suite à n est une suite à définir, mais c'est bien une série entière, on en avait déjà parlé. On va terminer cette vidéo avec l'exercice 12, alors lui je l'ai pris parce qu'il était un petit peu... Enfin, je pense que ça peut vous déstabiliser ce type d'exercice, donc c'est pour ça que je préfère le corriger avec vous en vidéo. Développer en série entière la fonction f, qui est définie comme une intégrale. Alors, ce qui nous embête, c'est l'intégrale, en fait. Hein. S'il n'y avait pas d'intégrale, bon, si tout ça, ça n'existait pas et que là, c'était un x, comment vous feriez? Eh bien, on partirait du développement en série entière du cosinus, valable pour tout x appartenant à R. Attention, si vous oubliez ça, ben, c'est faux. Hein. Je pense qu'un correcteur il ne met pas les points, hein, si vous ne mettez pas pour tout x appartenant à R. Donc, on s'en rappelle, c'est moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. Hein. Bon, il suffit juste de la prendre, hein, c'est ici, hop, n égale 0 à plus l'infini. Ça, c'est vrai pour tout réel x. Si jamais j'ai envie de mettre un x carré ici, c'est vrai qu'on est très tenté de le faire, et bien, si je mets un x carré ici, est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, vous avez le droit, parce que x carré est encore un nombre réel. Et l'égalité, elle est vraie pour tout nombre réel. Il n'y a pas de condition de appartenir à moins 1 ou je ne sais quoi. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle une substitution. Et donc, ça donnerait quoi? Bah, ça donnerait cos x carré égale n égale 0 à plus l'infini. Et je remplace en fait mon x par x carré. J'ai bien le droit de le faire. Ça ferait x carré puissance 2n. Donc, ça ferait x puissance 4n sur 2n factoriel. Et ça serait réglé. Pas de bol, il y a une intégrale devant. Ah oui, il y a une intégrale là. Donc, il faut la retirer. Pour la retirer, alors, disons que si vous la laissez, vous allez avoir une intégrale avec une somme infinie. Ça, c'est problématique quand même. Hein. Alors, vous voyez, si vous avez l'intégrale entre 0 et x de cette somme infinie, donc en l'occurrence, ça serait ça. On avait trouvé quoi? Moins 1 puissance n, t puissance 4n sur 2n factoriel, dt. Bah, comment on fait avec ça, en fait? Ça, c'est pas une série entière, c'est le problème. C'est une série entière si on arrive à permuter les deux symboles. Mais alors là, c'est une toute autre affaire. On va pas permuter les symboles intégrales et sommes. On va faire en sorte de supprimer l'intégrale. Et comment on fait pour supprimer l'intégrale? Eh bien, on dérive. C'est le théorème fondamental de l'analyse qui nous permet de donner une expression simple de la dérivée. Allez, on est parti. D'après le théorème... Je vous invite à le revoir, ce théorème, parce qu'au concours blanc, il n'était pas bien maîtrisé du tout. Hein. D'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction f, avant de dériver, bah, c'est bien de dire que c'est dérivable. La fonction f est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, donnons une expression de sa dérivée. Le théorème fondamental de l'analyse nous dit que ça fait ça. Ah bah ça tombe bien, cos x carré, bah on a fait son développement en série entière, super. Alors on s'en rappelle, c'était quoi? C'était somme pour n égale 0 à plus l'infini. Je vous rappelle qu'on l'avait trouvé par substitution. Hein. Substitution qu'on avait bien le droit de faire. Parce que toutes les substitutions ne sont pas autorisées, évidemment.
faut vérifier que voilà, ce par quoi vous remplacez, ça appartienne à l'intervalle, au bon intervalle. Donc on a ça, et alors là, ok, on n'a pas un développement en série entière de f, mais on a un développement en série entière de la dérivée. C'est pas bien grave, il suffit d'y appliquer le théorème de primitivation. Le théorème de primitivation va transformer ce f' en f, et va transformer lui en sa primitive. Alors on cite... alors peut-être qu'on peut... on peut peut-être... Parce qu'il y a un f de 0 qui va intervenir. Hein. Alors f de 0, ça fait... c'est l'intégrale entre 0 et 0 de cos de t carré, et l'intégrale entre deux mêmes points, deux points identiques, ça fait toujours 0. Alors, et puisque ça, et puis et f, bah, c'est la primitive. C'est la primitive de... enfin, je peux même dire une primitive, hein, en fait. C'est même la primitive qui s'annule en 0, est une primitive de f sur R. Alors, d'après le théorème de primitivation, je vais primitiver cette égalité. À gauche, je vais obtenir f de x, et à droite, je vais obtenir f de 0 plus la somme de la primitive. Le f de 0 vaut 0, je ne l'écris pas, enfin je vais l'écrire et puis je vais mettre une petite accolade. Je vais obtenir donc, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est f de 0 plus, et là je primitive, donc x 4n plus 1 sur 4n plus 1. Donc je primitive à l'intérieur de la somme. Hein. Voilà. N égale 0 à plus l'infini. Mais ce terme-là, on a vu juste avant qu'il était nul. Donc j'ai bien obtenu un développement en série entière de ma fonction f. Voilà, ça conclut la vidéo pour aujourd'hui. Merci de votre attention.